17h, c'est l'heure tant attendue par les familles. Celle de l'ouverture des portes de leur hébergement d'urgence. Tu ne dors plus? T'as plus sommeil? Souad vit au gré des attributions de logement d'urgence depuis 6 mois. Non, tu changes. Avec, toute la journée, tu mets ça. Chaque semaine, elle change de lieu. Chaque semaine se recrée une routine, celle du jeu et du répit pour les enfants. Moi et monsieur ici, Yahya, il est là-bas. Et Zayd, il ne veut pas monter ici. Il dort ici. Mariam, il dort ici. Souad et son mari ont décidé de quitter le Maroc pour leur fils Zaïd, atteint d'autisme. Dans leur pays, impossible de le scolariser en école publique alors. Avec leurs 4 enfants, ils ont tout abandonné pour tenter leur chance en France. Elle, son métier de cadre dans l'industrie automobile, et lui, de chauffeur de bus. Vous êtes parti avec un peu d'argent? Oui, bien sûr. Oui. Et maintenant, il n'y en a plus? Il n'a rien. Il est fini. C'est pour ça que vous demandez le logement d'urgence? Oui, oui. Et vous ne pouvez pas travailler? Je cherche travail, il a pas de papier, mais j'ai besoin de travailler. Mais les gens, ils ne veulent pas. Des papiers, tu ne travailles pas. Vous avez tenu combien de temps avec vos réserves, avec l'argent que vous avez mis de côté? Non. Souad garde le sourire malgré les circonstances. Zaïd va beaucoup mieux depuis qu'il va à l'école en France avec sa sœur. Je sais pas, il devient moins méchant. Enfin, on dirait il a trouvé des amis et tout. Je trouve qu'il est heureux, quoi. Dans ce centre d'hébergement d'urgence en périphérie de Tours, réservé aux familles et aux femmes enceintes, un accueilli sur 2 est un enfant. Depuis son ouverture en septembre, la totalité des places est occupée. 128 personnes dorment ici chaque soir. Il était un peu malade, mais ça va. Les points communs, c'est la grande précarité, peu importe la situation administrative. Nous avons des familles étrangères, africaines, géorgiennes, russes, j'en passe. Mais il y a aussi les personnes des droits communs, des Françaises, des Européens, qui sont dans des situations compliquées. L'hébergement d'urgence relève de la compétence de l'État. Les préfectures reçoivent un budget annuel qui permet de financer un nombre défini de places. 925 pour l'hiver 2024 en Indre-et-Loire. Et est-ce que tu as des familles en attente? Des familles, oui. Ouais. À Tours, c'est l'association Entraide et Solidarité qui assure la permanence téléphonique du 115, chargée de répartir les places pour le compte de l'État. 115, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Voilà, j'appelle pour une famille tchétchène qui était à l'hôtel la semaine dernière. Oui. Et là, ils se retrouvent dehors. D'accord. Armés de patience, les 2 écoutantes enchaînent les appels, jusqu'à 400 en une soirée. Toutes les places en centre d'hébergement sont déjà prises. Restent les chambres d'hôtel mises à disposition. Un travail complexe commence. Est-ce qu'il vous reste de la place? Là, j'ai une famille de 3 personnes. Est-ce que vous avez encore des dispos ou pas pour ce soir? Est-ce que vous avez de la place pour une famille de 5? D'accord. On fait comme on peut. De toute manière, nous, on essaye de trouver des places là où on peut en trouver. Mais après, quand on n'en a pas, on peut pas en créer. Donc, on doit juste dire non. Et puis après, forcément, dès qu'on a des places en plus ou quelque chose se libère, on est contente. Et du coup, on les redonne. On essaie de faire les meilleurs choix pour les donner aux personnes vraiment où on sait qu'ils n'ont pas de solution, quoi. En France, l'accueil en hébergement d'urgence est inconditionnel. La situation administrative des personnes sans abri n'est pas prise en compte. Mais les écoutants orientent selon des critères de vulnérabilité, les femmes victimes de violences, les femmes enceintes, les familles avec enfants en bas âge ou malades, puis les hommes seuls. Pour un homme seul? Homme seul, pour le moment, tout est plein. Il faut attendre qu'on fasse le point vers 20h. Ce qui est le plus important pour eux, c'est d'avoir le sentiment d'être équitable.
dans la distribution des places. C'est-à-dire que même si le nombre de places est très inférieur à la demande, à partir du moment où on quitte le travail en sachant pourquoi on a orienté telle personne et pas une autre, et qu'on a le sentiment d'avoir quand même bien fait son travail, même si c'est difficile, on peut revenir le lendemain. Depuis 2021, le nombre de demandes d'hébergement d'urgence a doublé. Difficile dans ces conditions pour le 115 de ne pas être saturé. Au printemps 2023, une trentaine d'enfants et leurs familles se retrouvent chaque soir sans solution d'hébergement à Tours. Parmi eux, Narek, 9 ans, et ses parents qui ont fui la guerre en Russie. On s'est rendu compte que ça faisait 30 jours qu'il dormait dans une cage d'escalier aux Fontaines avec toute sa famille. On a été extrêmement choqués d'apprendre ça, et on les a tout de suite fait rentrer dans l'école pour qu'ils soient à l'abri, au chaud. Enseignants et parents d'élèves s'organisent. C'est la naissance du collectif Pas d'enfants à la rue qui commence par loger les familles dans les écoles. C'est des matelas de fortune, les familles ne sont pas mieux accueillies, c'est moins bien que l'hébergement d'urgence. C'est mieux que de dormir à la gare ou que de dormir à la rue. Mais c'est pas une solution, l'idée c'est vraiment d'alerter les institutions. Pour alerter, les membres du collectif vont se mobiliser pendant 1 an et demi. Occupation d'écoles et de gymnases, manifestations à Tours et à Blois. Ils veulent faire du bruit pour débloquer la situation. Mais le sentiment de ne pas être entendu perdure. On a hébergé au moins 13 familles en payant des nuits d'hôtel ou avec de la solidarité citoyenne, des hébergeurs solidaires qui ont accepté d'ouvrir une chambre d'amis pour que ces familles puissent dormir à l'abri. On est très en colère, on trouve ça complètement inadmissible. On est épuisés parce que nous, on doit trouver des solutions à la place de l'État, en plus de notre travail en classe. C'est pas notre rôle. On aimerait bien que l'État fasse son travail correctement. On a signé la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit qu'un enfant doit avoir un toit. Pendant ces 18 mois de lutte, le collectif Pas d'enfants à la rue a été soutenu par la ville de Tours, qui a ouvert des gymnases à 2 reprises pour mettre les familles à l'abri. Autre soutien politique, celui du député de Tours, Charles Fournier, qui a transformé sa permanence en hébergement d'urgence. Après presque 2 ans de combat, le ciel s'éclaircit enfin. Ce soir de novembre, le nouveau préfet d'Indre-et-Loire vient d'être nommé. Les collectifs se rassemblent une nouvelle fois pour exiger des places pour les familles. Et là, le soulagement remplace la colère. Il n'y a plus de personnes à la rue. Et il n'y a pas plus de personnes comme ça par hasard. Il n'y a plus de personnes liées aux mobilisations, notamment du collectif Pas d'enfants à la rue. Bien entendu, c'est une victoire. Ce sont des mobilisations accumulées qui aboutissent à quelque chose. Alors, on sera intéressé de savoir quels sont les leviers qui ont pu être activés pour pouvoir arriver à cela. La mobilisation citoyenne, l'engagement des associations, quelles qu'elles soient, et y compris le collectif Pas d'enfants à la rue, ils sont pour quelque chose. Maintenant, on sait à combien c'est fragile tout cela. La mobilisation a payé. Le gouvernement a fini par entendre. Le budget alloué à l'hébergement d'urgence en Indre-et-Loire a été rallongé pour quelques mois. Nous avons perçu effectivement 787 000 € supplémentaires en cette fin d'année pour l'hébergement d'urgence, mais ça n'est qu'une nouvelle augmentation d'un budget qui est en augmentation constante depuis en fait une douzaine d'années. Il faut avoir en tête que les dépenses liées à l'hébergement d'urgence ont été multipliées par 5 en 12 ans, par 5, et le nombre de places d'hébergement multiplié par 3. Un soulagement aussi pour les services de la préfecture qui peuvent proposer des solutions temporaires. Avec ces crédits complémentaires qui sont arrivés, on va pouvoir justement financer en toute sécurité tout le dispositif hivernal jusqu'au 1er avril 2025 et puis envisager des créations de places en fonction de ce qui va être arbitré au niveau régional de la capacité qui sera finalement notre capacité définitive sur le département 2025. Ça nous permet aussi de continuer à financer les nuitées hôtelières également pour toutes les personnes pour lesquelles, pour le moment, on n'a pas de solution qui soit de meilleure qualité. Un tiers de ce crédit complémentaire est destiné à cet hébergement d'urgence.
Un centre d'accueil un peu particulier puisqu'il s'agit du centre de formation du club de foot de Tours qui peut accueillir 60 personnes chaque soir. Vous voulez pas un peu de riz avec? Oui. Tout personne. On a réussi à s'entendre à la fois avec l'État et puis avec la métropole. C'est la première fois que la métropole intervient. C'est une bonne chose. Et donc l'État prend en charge toute la prestation sociale avec les équipes qui sont là d'entraide et solidarité, avec l'aide de la Croix-Rouge. Et puis nous, on prend en charge le loyer sur les 5 mois, puisque l'objectif, et c'est ce qu'on a réussi, c'est mettre à l'abri un maximum de familles et les enfants qui sont pour la plupart d'ailleurs scolarisés dans les écoles de Tours. Dans ce centre, les familles peuvent rester 2 semaines. Un temps de répit précieux, en particulier pour les enfants. Alors là, nous sommes dans la salle commune, en fait, avec une partie jeu pour les enfants, une partie vestiaire. On a eu beaucoup de dons de vêtements et on les met à disposition des familles pour qu'elles puissent se servir. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est la partie où on peut faire un petit peu de soutien scolaire si besoin, où les familles elles vont se regrouper le soir après le dîner pour échanger, discuter. Voilà, c'est un peu notre espace de vie, enfin, leur espace de vie. Ici c'est bien, on joue, il y a des enfants, on joue au baby-foot, on joue, il y a des activités, on fait plein de choses, on dessine. Et voilà. Et t'arrives à faire tes devoirs ici? Ouais, j'arrive. Mais je suis dans ma chambre, voilà. Bah, j'apprends à écrire, à lire, à compter, à faire des activités pour travailler. Et quand tu es ici, tu peux faire tes devoirs, ça va? Oui. Tu les fais où tes devoirs? Dans ma chambre. La moitié des accueillis sont des enfants de moins de 10 ans. Ils dorment dans des chambres de 3 personnes avec leurs parents. Oui, vous voulez bien? Donc voilà une chambre avec un lit bébé. Voilà. Donc voilà, il y a 3 lits par chambre, ou un lit bébé ou un lit picot, si on a des adolescents ou 3 adultes, et puis des sanitaires dans chaque chambre. À la fin du plan hiver, ce centre d'hébergement fermera ses portes. Ce sera le 1er avril, une date particulièrement redoutée par les travailleurs sociaux. C'est pas une journée facile. On sait que potentiellement on met des personnes à la rue. Effectivement, ça c'est compliqué. Après, nous on a fait le maximum. On fait avec les places que l'État met à disposition et finance. Et puis quand ça s'arrête, malheureusement, ça s'arrête. À l'approche de cette date fatidique du 1er avril, l'angoisse monte parmi les familles et les collectifs de soutien. Dans 2 mois et demi, avec les beaux jours, le dispositif d'hébergement d'urgence d'Indre-et-Loire perdra 82 places. Mais les familles, elles, seront toujours là, tributaires chaque semaine des disponibilités du 115.